Madère, 1992. Un gamin de 7 ans se lève dans une chambre où il dort à 4, pas de place, pas d'intimité, pas de confort. Sa mère part faire des ménages avant l'aube. Son père boit, le soir, s'il y a de la chance, il y a des sardines froides sur la table. S'il n'y a pas de chance, il n'y a rien. Ce gamin précisément, va devenir l'athlète le plus riche de toute l'histoire du sport humain. Pas le plus talentueux à la naissance, pas le mieux né, pas le plus chanceux, le plus riche. Et la façon dont il l'a construit, pas gagné, construit, va changer ta définition du mot réussir. Avant qu'on commence, soyons clairs sur ce que cette vidéo est et sur ce qu'elle n'est pas. Je ne vais pas te raconter sa carrière, les buts, les ballons d'or, Manchester, Madrid, la Juventus. Tu connais déjà tout ça. Ce que je vais te montrer, c'est ce qui se passe derrière. Les décisions que personne ne filme. Les choix mentaux qu'il a faits à des moments où tout le monde aurait abandonné. Et la stratégie financière que 99% des sportifs n'ont jamais comprise et qui explique pourquoi Ronaldo est là où il est, pendant que des centaines de joueurs plus talentueux que lui sont aujourd'hui oubliés. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses précises. Première chose, la règle psychologique qu'il a apprise à 12 ans, après l'humiliation la plus violente de sa jeunesse. Une règle que les meilleurs performés du monde utilisent et que personne ne t'a jamais enseigné clairement. Deuxième chose, le tournant financier méconnu. Le moment exact où Ronaldo a arrêté d'être un joueur de foot et est devenu une entreprise. La plupart des gens passent complètement à côté de ce virage-là. Troisième chose, pourquoi sa fortune personnelle dépasse largement celle de Messi. 2 joueurs, une époque identique, un niveau sportif comparable, un écart financier colossal. Il y a une explication. Elle n'est pas flatteuse pour le monde du football. Et elle va te surprendre. Si tu restes jusqu'à la partie 4, tu vas comprendre quelque chose sur la richesse que 95% des gens ne voient jamais. Pas parce que c'est caché, mais parce qu'ils ne savent pas quoi chercher. Aujourd'hui, tu vas savoir, on commence. Enfance qu'on ne choisit pas, mais qu'on peut utiliser. Madère, année 90. Si tu n'as jamais entendu parler de cet endroit avant Ronaldo, c'est normal, parce que Madère, dans les années 90, c'était précisément le genre d'endroit dont personne ne parlait. Une île atlantique à 1000 km du Portugal continental. Belle en surface, mais économiquement à l'abandon. Le revenu moyen d'un habitant de Funchal à cette époque, moins de 500 € par mois. Aujourd'hui, Ronaldo gagne cet argent-là en 1 minute et demie. La famille Aveiro, elle, c'est 4 enfants dans un logement de fortune. Des murs fins, pas d'espace, pas d'intimité. Maria Dolores, la mère, se lève avant l'aube pour faire des ménages chez des gens qui ont ce qu'elle n'aura probablement jamais. Elle travaille pour que ses enfants mangent. Pas pour qu'ils rêvent, juste pour qu'ils mangent. Et dans ce contexte-là, un gamin commence à taper dans un ballon. Pas pour devenir riche, pas pour devenir célèbre, pour sortir. Le père, la leçon la plus douloureuse, José Diniz Aveiro. C'est le père de Cristiano et c'est probablement la figure la plus complexe de toute cette histoire. Il travaille comme jardinier municipal, il boit beaucoup et il meurt à 52 ans d'une insuffisance rénale liée à l'alcool, sans avoir vu son fils soulever un seul trophée majeur. Ronaldo en a parlé une fois, dans une interview rare où il a baissé la garde. Il a dit quelque chose de simple, quelque chose que beaucoup de gens ont lu sans vraiment entendre. Je voulais lui montrer avant qu'il parte. C'est tout. Pas de colère dans cette phrase, pas d'amertume. Juste une douleur transformée en direction. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur Ronaldo. Ils voient l'arrogance, l'ego, la provocation. Ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous. Un fils qui a grandi avec la honte d'un père absent et qui a fait un choix que très peu de gens font, il n'a pas utilisé cette honte comme excuse. Il l'a utilisée comme carburant. La différence entre les deux, l'excuse te maintient là où tu es. Le carburant te propulse là où tu veux aller. Ronaldo a choisi le carburant, à un âge où la plupart des gosses ne savent même pas encore ce que la honte signifie vraiment. Le moment charnière à 12 ans. Mais avant d'en faire un saint, parlons de ce qui s'est vraiment passé. Parce que Ronaldo, à 12 ans, n'est pas un enfant sage. Loin de là, il intègre l'académie du Sporting CP à Lisbonne, seul, loin de sa famille, loin de Madère. Un gamin de 12 ans dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Et un jour, dans une salle de classe de l'académie, il lance une chaise sur un professeur. Il est renvoyé. Maintenant, la question facile, c'est « il était incontrôlable ». La question honnête, c'est « qu'est-ce qui pousse un gamin de 12 ans, séparé de sa famille,
a explosé comme ça. La solitude, la pression, l'impression de ne pas être compris dans un monde qui n'est pas le sien. Mais voilà ce qui est fascinant. Le Sporting ne le vire pas définitivement. Il le garde. Parce que sur le terrain, ce qu'il voit est trop rare pour être ignoré. Et Ronaldo, lui, comprend quelque chose à ce moment-là. Une règle qu'il ne formulera peu, être jamais clairement, mais qu'il va appliquer chaque jour pendant les 20 années suivantes. Que la seule réponse valable à un monde qui te rejette, c'est de devenir impossible à ignorer. C'est là que tout commence vraiment. Le système mental qu'il a construit et que personne n'enseigne, l'obsession comme stratégie, pas comme talent. On va régler une question une bonne fois pour toutes. Ronaldo est-il talentueux? Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il est au sommet? Non. Et les gens les mieux placés pour en parler, c'est pas les journalistes. C'est ses coéquipiers. Rio Ferdinand, défenseur de Manchester United, champion d'Angleterre. Il dit ceci. Ronaldo restait, après chaque entraînement, 2 heures supplémentaires, seul, tous les jours. On rentrait, se reposait lui, il travaillait encore. Patrice Evra, même chose. Wayne Rooney, même chose. 2 heures après chaque séance, pas certains jours, pas quand il était en forme, toujours. Alors, posons la question honnêtement, est-ce que c'est du talent? Ou est-ce que c'est un choix répété 10 000 fois que la majorité des joueurs n'ont tout simplement pas voulu faire? La réponse change tout. Parce que le talent, tu l'as ou tu l'as pas. Mais un choix répété 10 000 fois, ça, n'importe qui peut décider de le faire. La plupart ne le font pas. Ronaldo, si. Et cette différence-là, invisible sur le terrain, elle se voit dans les statistiques au bout de 20 ans de carrière. La gestion de la douleur psychologique. Maintenant, parlons de quelque chose que les gens comprennent encore moins. Comment il gère la pression, les critiques, le rejet. Parce qu'il y en a eu. Les sifflets de Old Trafford quand il plongeait trop facilement. Les comparaisons permanentes avec Messi. Messi est meilleur, Messi est plus naturel, Messi est plus humble. Les défaites en finale. Les pénaltys ratés. Les saisons décevantes. La plupart des gens, dans ces moments-là, soit ils s'effondrent, soit ils ferment les yeux et font semblant que ça n'existe pas. Ronaldo fait ni l'un ni l'autre. Il archive. Des gens proches de lui ont révélé qu'il garde les critiques, les articles, les tweets, les phrases des entraîneurs qui ont douté de lui, et qu'il les relit avant les grands matchs. Pas pour se punir, pour se rappeler, c'est ce qu'on appelle la validation inversée. La majorité des gens cherchent l'approbation pour avancer. Dis-moi que je suis bon et je vais performer. Ronaldo, lui, il fonctionne à l'envers. Dis-moi que je suis mauvais et je vais te prouver que t'as tort. Le rejet ne l'arrête pas, il l'alimente. C'est un système mental, pas une réaction émotionnelle. Et cette différence, elle est énorme. Le corps comme actif financier, mais il y a une troisième dimension que presque personne ne mentionne. La façon dont Ronaldo traite son corps. Et là, on est plus dans le sport. On est dans la stratégie financière. Sa chambre est maintenue à 18 degrés toute l'année. Il dort en 5 siestes de 90 minutes, pas en une nuit complète pour optimiser ses cycles de récupération. Il a un chef cuisinier personnel qui calibre chaque repas à la protéine près. Il a assuré ses jambes pour une valeur de 100 millions d'euros. Et détail que beaucoup ignorent. Il refuse tous les tatouages. Pas pour une raison esthétique, parce qu'il fait des dons de sang réguliers, et les tatouages récents empêchent les dons. C'est un homme qui a sacrifié quelque chose d'aussi anodin qu'un tatouage, pour maintenir une pratique humanitaire qu'il considère non négociable. Ce niveau de cohérence sur le corps, sur le sommeil, sur la nutrition, c'est pas de la discipline sportive. C'est un entrepreneur qui protège son actif principal, parce que son corps, c'est son outil de production, et il le traite comme tel. Mais voilà où on arrive à la limite de cette histoire. Un mental de fer, un corps optimisé, une capacité à transformer le rejet en performance. Tout ça, ça fait un très grand sportif. Ça fait même un sportif légendaire. Mais ça fait pas encore un empire à 1 milliard de dollars. Pour ça, il a fallu un autre virage. Un virage que la plupart des footballeurs n'ont jamais vu venir, et que Ronaldo, lui, a pris avant tout le monde,